vous présenter Jean-Ange Lalican, et je le remercie ce soir d'être venu. Sachez qu'il arrive tout droit de Bretagne. Il a eu énormément de mal à nous rejoindre aujourd'hui pour différentes raisons, problèmes d'avion et autres. Donc merci beaucoup d'avoir traversé la France et d'être venu nous voir ce soir pour dispenser des informations sur la bienveillance, un sujet qui me touche beaucoup. Je vais très rapidement, et si tu le permets, on va continuer à se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Donc on va continuer à se tutoyer. Je voulais te présenter un petit peu auprès du public montpelliérain en tant que breton, parce que ce soir vous avez 3 bretons. Vous en avez une personne qui était à l'instant en train de parler, et nous 2. Nous sommes d'origine bretonne, et donc on est très fiers ce soir de pouvoir aborder un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Donc Jean-Ange, ben oui, je l'ai dit. Le trio infernal. C'est cela. Jean-Ange a une triple formation. Il est une formation en architecture, une formation en management et ressources humaines, et coach. Donc à ce titre, tu es DRH. J'ai été. Et tu as été DRH pendant plus de 30 ans dans des entreprises importantes. Tu es, d'ailleurs au terme de ces activités, tu as développé des compétences et des appétences, notamment centrées sur l'humain, ce qui a donné naissance à plusieurs choses. Tu as donné naissance à des œuvres, à un livre, aux éditions Duno. Tu as aussi, et à l'heure actuelle, tu es en train de travailler sur une autre œuvre qui est sur la bienveillance avec une chercheuse. Donc tu es co-auteur sur ce sujet. Mais il n'y a pas que ça. Tu enseignes à l'université Rennes de l'IAE Sciences Po. Tu as participé et tu es l'auteur donc de Manager dans la confiance et l'art de déléguer. Tu es présidente de France Solidaire Bienveillante. Tu es fondateur de OAPI Braise. Alors Braise, pour tous ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Bretagne en breton. Et ta mission ce soir, si tu l'acceptes, oui, c'est de nous confirmer que la bienveillance est un véritable accélérateur d'engagement et d'innovation sociale et sociétale. Et donc j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Voilà, donc ce qu'elle vient de dire est très juste, c'est-à-dire que venir vous voir à Montpellier ici et parler de bienveillance, bon, j'imagine que déjà vous en avez entendu beaucoup parler, mais le fait d'insister un petit peu sur ce point, c'est tout simplement de nous donner un peu plus d'espoir les uns et les autres à mettre ça en œuvre. On s'aperçoit, mais je ne vais pas développer, parce que ça sera le sujet tout à l'heure de la conférence, mais de vous dire qu'il y a plein de pistes. Et ce soir, je vais vous en donner quelques-unes. Et l'idée, c'est que vous repartiez avec ces pistes-là et que vous en serviez, vous en usiez autant qu'il est possible de le faire. Et surtout que, comme le virus, mais avec un bon virus, vous sachiez, je dirais, le disperser le plus loin possible auprès de tout votre entourage et vos familles, vos amis, etc. Alors, oui, les post-it. Oui, vous avez tous reçu des post-it. En tout cas, vous en avez. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez un crayon, munissez-vous aussi du crayon. On va jouer ce soir. Alors, on va jouer, on va surtout écrire à un moment donné. Je vous ferai écrire quelque chose et vous verrez, il y a un petit côté sympathique. Bien. Je t'abandonne. On y va ? Alors, on est parti. Merci. Alors merci de cette présentation, et c'est vrai que je vais essayer ce soir d'être à la fois court et concis. C'est vrai que présenter la bienveillance, c'est un sujet qui est relativement vaste, et vouloir, et je ne le serai pas d'ailleurs, je ne serai pas présomptueux de vous dire, je vais tout vous dire sur la bienveillance. Pourquoi ? Parce que vous en savez tout autant que moi. Ceci dit, à un moment ou à un autre, c'est vrai, je vais essayer de vous préciser certaines choses. Donc je vous ai dit, je vais vous livrer quelque chose, moi, qui me préoccupe depuis pas mal de temps, ce sujet de la bienveillance, parce que je m'aperçois qu'autour de moi, souvent la bienveillance, elle n'est pas de nature aussi aisée. Fait et cause, effectivement, de notre tempérament bien français, où on pourrait dire que nous sommes des râleurs. Des grands râleurs, quand même, il faut l'admettre. Et on a besoin de temps en temps un petit peu de regarder ce qui se passe autour de nous, et ça, on n'est pas assez observateur des émotions, je vais en parler tout à l'heure aussi, observateur des autres, observateur de soi-même, parce que si la bienveillance doit démarrer quelque part, elle doit commencer d'abord et avant tout par soi. Alors pour parler de la bienveillance, je me suis d'abord un peu intéressé aussi au manque d'engagement qu'il y avait en France. Il y a une étude, qui est l'étude Gallup, qui est une étude qui existe depuis 2014, m'a fait un peu titiller justement mes neurones là-dessus en me disant mais on ne peut pas rester sur un constat comme ça et de se dire oui, effectivement, l'engagement il est pas top en France, il n'est qu'à 9%. Vous vous rendez compte ? On a 9% de Français qui sont réellement engagés. 65%
ne sont pas engagés. Mais le pire du pire, c'est 26% seraient farouchement désengagés. C'est presque même des saboteurs. Ça veut dire qu'en France, on tolérerait qu'il y ait 91% des personnes qui ne soient pas dans l'engagement. Enfin, moi, ça me préoccupe. Je me dis quand même, où est notre rentabilité, où est notre performance? Comment on peut faire? Tout simplement en mettant les gens face à leurs responsabilités, leurs vraies responsabilités, mais dans la confiance. Et je suis persuadé qu'à travers tout cela, et c'est ce que j'essaie d'essaimer autant qu'il est possible dans les entreprises, dans les universités, ça fait 30 ans que j'enseigne dans l'université, et croyez-moi, depuis 30 ans, j'essaie de passer des messages qui soient des messages positifs. Donc, être bienveillant, c'est penser qu'on peut être bienveillant au travail. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Qui pense ici que bienveillance et travail, ça matche bien? Levez la main. Ouais, on m'avait dit que vous étiez un petit peu psychopathe du côté de Montpellier, mais je commence à croire que c'est vrai. Hein? Eh bien oui, mais vous avez raison, et tellement raison. Pas assez encore, vous auriez été plus nombreux encore à lever la main que je vous aurais dit, vous avez, mais fondamentalement raison. Donc on va parler d'engagement. On va parler également aussi du management de notre vie, parce que quand je disais tout à l'heure que la bienveillance, elle commence par soi, elle commence bien évidemment par nous-mêmes. Est-ce que nous sommes bienveillants? Qu'est-ce que nous sommes critiques? On n'est pas bien aujourd'hui, on n'est pas bien le lundi, on n'est pas bien le mardi, on n'est pas bien le mercredi. Et ça, jusqu'au dimanche, hein, franchement. Non mais attendez, il y a quand même des choses belles qui se passent. Mais on n'est pas assez en observation de nous-mêmes. Donc, il y a déjà un oui, ça montre que finalement, il y a un petit acquis quand même. Donc, pour être bienveillant, on va voir, alors j'essaye aussi de faire marcher. Oui, être bienveillant, c'est super. Alors, être bienveillant, c'est se sentir, regardez bien la petite définition, c'est se sentir vraiment utile et important pour soi et pour les autres. Alors, être vraiment bienveillant pour soi, c'est de se dire, mais si je suis là, j'ai ma place. Et si j'ai ma place, il faut que je la tienne. Et comment je vais la tenir? Tout simplement en prenant de la confiance en moi. Cette confiance, on en a besoin, tous les jours. Vous savez, il y a plein de râleurs qui viennent vous dire « Oui, mais tu comprends, ce que tu viens de faire, c'est pas top. C'est pas une réussite. Hein, tu vois. On est un petit peu critique. Hein, c'est comme avec les enfants. Vous savez, les enfants qui rentrent de l'école. T'as eu combien aujourd'hui, mon petit chéri? Ah, j'ai eu 17 en géographie. Ah, c'est super, c'est bien. Et combien en mathématiques? 5. Ah oui, 5. Alors ça, c'est un 5, c'est pas terrible. Hein, pas du tout. Hein, pas du tout. Et là, on commence à lui mettre, bien évidemment, hein, des choses en place. Et on lui dit, attention, la prochaine fois, c'est 12. Mais qui est capable aujourd'hui de franchir le cap, de passer de 5 à 12? Comme ça, d'un coup, d'un seul. Franchement, est-ce que c'est réaliste? Et nous sommes dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que nous n'avons pas compris qu'effectivement, c'est chaque étape qui va nous permettre finalement de progresser. Et ça, c'est notre éducation qui, quelque part, parfois a besoin d'être un petit peu secouée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin systématiquement d'avoir tout de suite, à chaque instant. J'avais un bon ami canadien qui me disait « Mais les gens veulent tout de suite, tout maintenant, tout en même temps. » Eh arrêtez. On n'aura pas tout. Et alors, c'est pas grave, tant pis. Les choses viendront au fur et à mesure et on pourra les apprécier au fur et à mesure qu'elles viendront. Alors moi, je vais essayer de faire quelque chose avec vous qui va être un pacte. On va ce soir aborder 12 pistes. Alors 12 pistes, vous allez me dire, c'est beaucoup. Alors les pistes, si je vous en donne 12 comme ça ne va pas être... Alors je vous ai fait 3 bottes. Alors, une botte sur les postures, une botte sur les attitudes et une botte sur les comportements. Et vous en aurez 4 dans chaque botte. Alors sur les postures, vous allez voir qu'il y a une petite définition parce que notre dictionnaire en France est extraordinaire parce qu'il donne de vraies bonnes définitions. Et qu'est-ce que l'on dit sur les postures? Eh bien, c'est tout simplement notre volonté d'être pour soi et pour les autres. Ça veut dire que si on veut quelque chose, eh bien, il va falloir peut-être, si on veut quelque chose de quelqu'un, il va falloir peut-être commencer par lui donner quelque chose. Et lui donner quelque chose, ça m'a fait penser à quelque chose qui était extrêmement important. Cet éclairage qui nous avait été donné sur le don et qui avait été donné par Marcel Mauss, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un célèbre auteur qui avait fait un essai sur le don qui date de 1924. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1924. Il y a presque 100 ans. Et c'est toujours vrai. Et ça, c'était vraiment remettre à un fond d'anthropologie magistralement, on va dire, esquissé, superbe, fin. Et si vous avez l'occasion d'aller relire cet essai sur le don, vous allez vous apercevoir que c'est plein de vérité et tellement vrai dans l'actualité qu'elle est la nôtre aujourd'hui.
Donc, ce pacte, je voudrais que l'on le fasse ensemble. Et on va commencer par décaler quelque chose que vous connaissez très très bien. Ce signe plus vous renvoie vers quoi? Quel est l'adjectif que vous mettriez à côté du plus? Le positif. Être positif, optimiste. Hein? Regardez bien nos actualités. Elles sont fantastiques, nos actualités. Elles sont du négatif, mais franchement, ça vous faire frémir. Vous n'avez plus envie de regarder les actualités. Pourtant, elles sont là pour nous informer. Elles sont là pour nous donner un maximum de sujets et d'informations. Et pour autant, on reste là face à quelque chose qui nous gave. Alors qu'il y a quantité de choses que l'on pourrait apprécier, c'est-à-dire ce bien-être. Et pour ça, il faudrait tout simplement que l'on ait un langage un petit peu plus optimiste. Et quand vous regardez bien notre vocabulaire en France, on en a, mais regardez les mots que l'on a. Le plus gros que vous voyez ici, c'est être. Être ce que nous sommes. Avec nos qualités, avec nos défauts, certes. Mais après, sur nous, tels que nous sommes. On a besoin d'avoir quoi? D'avoir de l'espoir, d'être heureux. On a besoin aussi de devenir et d'être dans la réussite. Tous ces mots-là sont des mots d'engagement positif que nous pourrions tout à fait adopter. Et ils sont ici toute une kyrielle regroupée là pour nous, pour simplement nous faire rappeler que notre richesse vocabulaire de notre langue, belle langue française, on peut l'utiliser parce qu'on a plein de ressources ici pour nous dynamiser, pour être encore un peu plus fort dans l'engagement demain, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif dans le monde de l'entreprise. On a besoin de cet optimisme. On a besoin qu'il nous fasse aller un petit peu plus loin, qu'il nous donne du plaisir au travail. Le plaisir au travail, vous savez, moi je vois des gens depuis un certain nombre d'années dans l'entreprise et qui arrivent le lundi en disant « c'est lundi ». Comment ça va? C'est lundi. Et le vendredi, chouette, alors le week-end. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui s'engagent, mais qui s'engagent vraiment le week-end, dans diverses associations. C'est pour ça que nous sommes très riches en associations en France. On a de belles associations, des gens qui s'engagent vraiment, parce qu'ils ne trouvent pas ce plaisir là dans l'entreprise, ils le recherchent ailleurs, ils le construisent, ils le mettent en œuvre. Et ils sont excellents, formidablement excellents. Alors pourquoi serait-il excellent en dehors de l'entreprise et pas dans l'entreprise? Parce qu'on ne leur a pas donné l'âme. Cette âme qui leur permet d'être encore plus eux-mêmes existants avec de vraies responsabilités. Je parlerai de ces responsabilités un peu plus tard tout à l'heure pour vous dire comment on peut aussi les mettre en action. Donc vous voyez que cet optimisme, c'est à nous de le nourrir. On peut le nourrir, mais de maintes façons, à la condition bien entendu qu'on se laisse l'espace aussi de ces belles pensées qui nous traversent l'esprit. Il me semblerait assez choquant que chacun d'entre nous, ici présents, on se lève le matin en se disant « je ne veux pas de pensée positive. Ça va être une journée de merde. On va s'emmerder tous ensemble. » Mais non, on a besoin d'espoir. On a besoin de se dire « tiens, j'ai un truc à faire dans l'entreprise, ça va être chouette. Puis je ne vais pas le faire seul, je vais le faire avec d'autres personnes. » Donc comment nourrir cet engagement-là? Eh bien, croyez-moi, depuis 30 ans, j'ai cherché. Il y a plein de façons. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Mais ça passe par quoi? Tout simplement par accepter que l'autre soit différent de nous, qu'il ait une pensée différente et qu'il nous permet finalement de découvrir aussi des environnements que nous ne connaissions pas, des pensées que nous n'avions pas. Et c'est ça qui, dans le collectif, fait grandir. On a besoin d'espace parfois de beaucoup plus d'écoute de l'autre pour que ça marche tout petit peu mieux. Et puis aussi, penser qu'on pourrait également aussi faire réussir l'autre. Alors quand je vous mets cette petite diapo là, sur Michael Jordan, qui était quand même, pour ceux qui le connaissent encore, un très grand basketteur, mais ce gars-là a fait apparaître les choses en disant « mais moi, je n'ai pas toujours aidé, je n'ai pas toujours été bon. Et pour autant, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance, c'est mon entraîneur. À chaque fois, il m'a dit « vas-y, fais-le. » Et ça a été le plus grand des plus grands dans son domaine. On a besoin d'être entendu. Regardez bien, par exemple, Spielberg. Spielberg, il a été refusé dans 3 écoles de cinéma. Regardez ce qu'il a fait. J.K. Rowling. Ça vous dit quelque chose, J.K. Rowling? Harry Potter. Refusé par 30 maisons d'édition, qui disaient que de toute façon, ses propos étaient plutôt naïfs, que ça ne marcherait pas. Il doit s'en mordre les doigts. Ben oui. Parce qu'effectivement, à un moment, il y a quelqu'un qui a cru. Et vous avez autour de vous des gens qui croient en vous. Et si rien n'est. En règle générale, d'ailleurs, il vous aborde toujours un petit sourire. C'est pas un sourire niais. Non, c'est un sourire vraiment bienveillant et qui vous dit « mais moi, je crois en toi ». Et ça, c'est important. Et sachez le dire aussi autour de vous. Vos enfants, ce qu'ils ont besoin, vos conjoints, vos conjointes, ce qu'ils ont besoin aussi d'entendre de temps en temps, c'est quelque chose de tout à fait positif.
Ils ont besoin de se nourrir de ce genre de choses. Et tous les matins, faites cet exercice, faites-le pendant 21 jours, vous allez voir, votre cerveau va commencer à se modifier sur cet aspect. Il faut tenir 21 jours, hein. Attention. Si vous partez le lundi, mais quand vous arrivez au dimanche, je ne vous dis pas j'arrête, non, c'est le week-end, non, continue, on fait encore lundi. Et mardi, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, 21 jours, c'est 3 semaines, et 3 semaines, ça peut être long. Mais ça peut être sacrément bénéfique. Et c'est vrai pour tout. Moi, j'ai arrêté, par exemple, j'étais un grand mangeur de chocolat, j'ai arrêté de manger du chocolat en 21 jours. Mais ça marche. Si, ça marche. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. D'ailleurs, j'ai perdu du poids. Preuve, hein, vous voyez, je suis svelte. Bref, donc, faire réussir l'autre, c'est aussi penser que l'autre a toutes les capacités de pouvoir aller au-delà de ce que l'on peut lui donner. Et puis, il y a aussi savoir passer un moment, un message qui est très important sur la prise de décision, puisque c'est le sujet. Ces décisions porteuses de sens, notre humanitude. Notre humanitude, c'est quoi? C'est un bon mot canadien que j'apprécie, qui dit en gros, commencez par vivre, commencez par aimer. Ensuite, apprenez. Apprenez de tout ce qu'il y a autour de vous et ensuite transmettez. Regardez cette photo. C'est cette main un peu rugueuse d'un papy qui tend à son petit enfant, je ne sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, et qui lui tend une fleur. C'est le passage d'un relais. Et ça, dites-vous bien que le patrimoine que l'on a aujourd'hui dans notre beau pays, ce n'est pas celui du passé, c'est celui de l'avenir. C'est celui qu'il va falloir nourrir. Donc ce passage de main, il est très important. Ça veut dire que dans l'entreprise aussi, il faut penser que l'on va donner quelque chose à ses collaborateurs. Or, quand on voit le grand nombre d'omniscients, d'omniprésents dans les managers qui ont tout le pouvoir, le savoir, ou tout le moins qui pensent le savoir et le pouvoir, et en fait, finalement, qui ne savent pas donner suffisamment d'éléments de décision à leurs propres collaborateurs, on dit qu'ils passent à côté de la plus grande richesse de l'entreprise. Il faudrait peut-être qu'à un moment, ils s'en rendent compte quand même. Et là, dans les écoles de management, je me suis aperçu qu'on ne le disait pas suffisamment et pas assez. D'ailleurs, ça fait 5 ans, véritablement, que j'interviens sur le sujet à l'université. C'est pas si vieux que ça, vous voyez. Hein. Donc, nos écoles de management sont en train de se nourrir de plus en plus de ce type de choses. À l'exemple de ce qui s'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait un professeur qui avait décidé un jour de mettre un cours sur un sujet qui était proche de la bienveillance. Il a eu, la première fois, 3 personnes. Ils se sont égarés, ces gens-là. Et puis, la semaine suivante, il en a eu 5, puis 10. Aujourd'hui, ces cours, c'est plus de 1000 personnes. Et ils sont suivis, en plus, sur la toile. Ça veut dire que ce gars-là, il a réussi, à un moment, à convaincre la plupart des gens que, finalement, passer par la bienveillance, c'était aussi améliorer nos environnements et nos propres pensées, les rendre plus positives et nous rendre un petit peu plus gaillards. Et certainement, en tout cas, porteurs tous que nous sommes, à plus de sens dans nos vies personnelles et dans nos vies collectives. Donc ça, c'est quand même relativement très, très motivant. Et d'ailleurs, pour parler de motivation, parlons de quelque chose qu'on ne sait pas bien dire parfois, c'est se motiver. Ça, les Marseillais le disent assez facilement. Je ne sais pas si à Montpellier, on le dit « Oh putain !» Mais qu'est-ce que ça fait du bien de se dire « Ouais, c'était bien ce qu'on a fait !» Combien de gens vous disent merci dans une journée? Combien de maris, de femmes disent à leur conjoint « Merci mon chéri, c'était super ce que tu as fait ». Combien de parents disent à leurs enfants « Merci mon petit chou, c'était mignon ce que tu as fait, c'était vraiment sympa ». Combien de managers disent à leurs collaborateurs « Merci d'avoir fait ce que tu as fait ». Tu es payé pour ça mon garçon. Hein. Donc on a besoin à un moment d'avoir ce type de motivation qui passe aussi par le fait qu'on donne quelque chose de positif. Moi, ma mère m'avait dit un jour « Vis tes rêves ». J'avais trouvé ça super. Je suis allé me coucher. Ça n'a pas marché. Bref, on a besoin de se remémorer ses succès de temps en temps et se dire que quand on a fait quelque chose, qu'on ne laisse pas passer comme ça d'une manière aussi simpliste. Non, au contraire, on a besoin de se dire « Tiens, en fait, j'ai réussi ». Moi, j'ai ma conjointe qui est médecin hospitalier et il y a quelques années, on ne se connaissait pas, elle ne me connaissait pas non plus. Et très clairement, elle
elle était toujours un petit peu dans une espèce de contrainte du travail. Et puis, je lui ai dit, mais tu vas voir, si tu apprends à aimer ce que tu fais, tu vas voir, c'est super. Et puis, si tu aimes ce que tu fais, tu vas pouvoir le dire aussi à toutes les personnes qui sont autour de toi. Et elle l'a fait. Et tous les jours, elle me dit, tu sais, j'ai sauvé un enfant. Elle est pédiatre. J'ai sauvé un enfant. Et ça, j'ai vu tout de suite l'étincelle dans ses yeux. Et elle a été dire après à ses collègues, vous savez, c'est ensemble qu'on a réussi, on l'a sauvé, on a fait ceci. Et tous les jours maintenant, je dis bien tous les jours, elle me raconte sa petite histoire. Et elle a des histoires tous les jours, car il se passe énormément de choses. Alors il ne se passe pas que des choses dans le monde de l'hôpital, il se passe de belles choses aussi dans le monde de l'entreprise. Il se passe de belles choses dans nos vies, à la condition, bien entendu, que l'on sache les observer. Et qu'on sache se dire, oh putain que c'était bien. Alors, là, je vous ai donné les postures. D'abord, vous allez les retenir. Être positif et optimiste. C'est Annie Van Ledin qui m'a demandé, il m'a dit, surtout, il faut bien reprendre les points parce qu'il faut que les gens retiennent. Et là, je suis entièrement d'accord, c'est très pédagogique. Faire réussir l'autre. Prendre des décisions porteuses de sens. Et se motiver et motiver les autres. Ça, c'est votre première botte. Vous en avez 4. Vous la mettez de côté. On va passer à la deuxième. Alors, pour la deuxième, dans notre pack, on va parler des attitudes. Et alors là, je vous attends un tout petit peu au tournant. Parce que nos attitudes, c'est quoi, finalement, hein? C'est notre volonté d'être qui manifeste certains sentiments. Et dès qu'on parle de sentiments en France, on a l'impression d'être franchement des gens fragiles. C'est-à-dire que nos émotions, on n'en parle pas. On n'ose pas en parler. C'est à nous, nos émotions. Elles nous font mal parfois, parce que quand on a des émotions négatives, elles nous travaillent. Hein. Vous savez, c'est notre deuxième cerveau là, qui commence à réagir. Hein. On a mal au ventre. Hein. On dit « Ah là là, c'est pas bon ça. Hein. » Eh bien oui. Et pourtant, il suffirait de peu de choses, tout simplement de voir ou d'oser voir ce qui est beau. Apprécier ce qui est bon et en faire, et faire aussi ce qui est bien. Donc, je vous demande tout simplement de passer dans des attitudes en 3B. Pas compliqué. Vous allez voir, ça se passe très très bien. Et là-dessus, on a vraiment envie aussi que les choses s'entendent bien. C'est que, franchement, on ne sait plus observer les belles choses aujourd'hui. Et chaque journée que l'on a, chaque jour nous apporte des choses extrêmement belles. Il y a plein de choses qui sont bonnes. Plutôt que de voir les choses négatives, même si tout n'a pas été une réussite, il y a quand même bien des choses qui sont arrivées. Et pourquoi on ne dirait pas, tiens, ça c'est bien, c'est super, hein, comme on disait tout à l'heure, oh putain que c'était bien. Et faire ce qui est bien. Alors faire ce qui est bien, c'est la volonté que l'on a vers l'autre. D'aller lui dire, tu vois là, j'ai vraiment apprécié ce que tu as fait. On va en parler un tout petit peu après, tout à l'heure, quand on parlera aussi de certains comportements. On va parler aussi d'une vision libérée. Comment se donner la liberté, je vais aller un peu vite là, la liberté d'agir et de choisir. Alors cette vision libérée, elle ne passe pas par l'absence d'engagement, comme disait Paolo Coelho, mais par la capacité de choisir. On est capable de faire des choix. Quels sont les choix qu'on fait? Est-ce qu'on continue, comme on dit, à emmerder le monde et s'emmerder soi-même, ou au contraire, est-ce qu'on décide de travailler ensemble pour améliorer les choses? C'est ce que l'on a un petit peu dans le couvert de la responsabilité sociétale et sociale de l'entreprise. On veut essayer d'améliorer les choses, mais pour ça, il faut que, bien entendu, on le fasse tous ensemble. Quand vous voyez cette petite blague que j'ai faite en prêtant un propos au Dalai Lama, mais regardez quand même, il a été capable, il est assez culotté quand même, de mettre une casquette rouge. C'est pas neutre quand même. Hein. On voit bien le petit clin d'œil qu'il est en train de faire à ses petits voisins de la Chine. En gros, il aurait pu le refaire comme certains le font, qui aurait été un doigt d'honneur, mais non, c'est quelqu'un de respectueux et qui dit, il le fait avec finesse. Et il dit, ma liberté de choisir, ça a été de choisir, c'est la couleur de ma casquette. J'ai pris rouge, pourquoi? C'est pas neutre, parce que c'est la Chine. J'ai voulu leur dire que finalement, moi, je pouvais décider pour moi de faire quelque chose et effectivement de prendre suffisamment de hauteur et de ne me pas rabaisser à des contingences dérisoires. Donc ça peut être paradoxal parfois, parce que regardez dans combien de cas on nous parle aussi de certaines choses à réaliser dans le monde de l'entreprise et on nous met à réaliser des choses extrêmement, on va dire, très, très, très communes. Et on se dit, mais attendez, mais c'est quoi la réalité, le sens qu'on a voulu lui donner du port de l'entreprise, de la direction qu'on veut lui donner? Et puis là, on nous demande de faire des tâches dérisoires qui en fait ne portent pas au plus haut de ce que l'on voudrait avoir de l'entreprise. On voudrait que notre entreprise soit peut-être la meilleure, la plus reconnue, mais pour autant on se l'interdit.
Moi, je suis dans une entreprise, maintenant depuis près de 30 ans. Quand j'y suis rentré, d'ailleurs, j'y croyais pas. C'est la sécurité sociale. Je ne sais pas s'il y a des gens de la sécurité sociale ce soir. Non, on n'avait pas osé lever la main, ou alors personne ne leur a dit qu'il y avait quelque chose ce soir. Ils n'ont pas osé venir. Non, très, très sincèrement. Quand je suis rentré dans cet organisme, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire à la sécurité sociale? Je pensais que c'était has-been, que c'était une administration, que c'était poussiéreux. Et non, j'ai découvert des hommes et des femmes avec une vraie volonté d'essayer de servir au mieux les personnes qui venaient leur réclamer ce qu'ils avaient à leur réclamer. Et ça, j'ai essayé de nourrir ça, moi, en tant que DRH. J'ai essayé de nourrir ça également aussi en tant que manager stratégique pour essayer de pousser un peu cette réflexion pour qu'il soit véritablement dans l'offre et dans le service. Je ne dis pas qu'on a nécessairement tout réussi aujourd'hui, mais en tout cas, c'est certainement l'organisme qui, sur le plan assurantiel, est la plus belle assurance que l'on ait en France. En tout cas, celle qui est la plus profitable. Sachez-le quand même, je tiens à le dire. Ça, c'est un petit coup de chapeau que je donne à mes collègues de la sécurité sociale parce qu'ils sont tellement décriés que de temps en temps, c'est bien aussi de leur redonner la juste valeur qui est la leur. Et ça, je pourrais dire aussi sur d'autres administrations qui sont souvent critiquées, mais souvent portées aussi peut-être par des choses qui ne sont pas nécessairement peut-être les plus attendues. Quoi qu'il en soit, peu importe. Avoir cette vision libérée, se donner cette liberté d'agir et de choisir, c'est celle qui va nous permettre d'aller plus loin, plus vite, si, bien entendu, on a tous envie d'y aller. Et puis, il y a aussi ce compliment, cette reconnaissance que l'on peut avoir, ce soutien positif journalier. Vous voyez, je pense qu'il faut un sujet, un verbe et un compliment. Ça, c'est une règle. Hein. On a tous appris ça quelque part à l'école. Bon, pas tout à fait dans cet ordre-là, mais c'était un peu ça quand même. Mais cette reconnaissance, vous savez, c'est ce que l'on peut dire chaque jour à une personne. Bravo pour ce que tu as fait. C'est génial ton travail d'hier. En fait, j'aimerais bien que tu viennes expliquer ce que tu as fait là devant l'Assemblée des managers, par exemple. Ou bien, tiens, le comité de direction serait peut-être intéressé de savoir ce que telle ou telle personne a pu mettre en avant. Combien de comités de direction, justement, font appel à des gens de leurs ressources internes pour venir leur expliquer ce qui a été une véritable réussite? Quasiment pas. Peu. Pas assez, en tout cas. Et plus on mettrait en valeur ce genre de choses, mieux ça serait. N'est-ce pas aussi de la part des managers que le matin, avant d'arriver et dire bonjour, parce que ça, c'est quand même la première des choses à dire, et ça, souvent, c'est pas le cas, il faut reconnaître qu'en plus, le compliment qu'il serait passé à chaque personne, alors vous allez me dire, on peut peut-être pas dire un compliment à toutes les personnes tous les jours. C'est vrai que si un jour il y a une personne qui a reçu un compliment le lundi, le mardi et qui le mercredi qui dise à son manager, vous savez, là il faudrait peut-être arrêter parce que là vous m'avez déjà remercié 2 fois cette semaine. On n'en est pas là, je vous assure. Donc il y a encore du boulot, croyez-moi. Donc le fait aussi de temps en temps de positionner un remerciement, c'est superbe. Un orateur conférencier américain faisait justement un propos sur la reconnaissance et disait « Moi, j'ai un être dans ma vie qui m'apporte de la reconnaissance tous les jours, c'est mon chien. Mon chien est dans la cuisine. Quand j'arrive à 18h le soir, il est dans la cuisine avec mon épouse qui est en train de préparer à manger. Et mon chien sait que je vais arriver. Et mon chien, me sentant arriver, part de la cuisine avec un peu les pattes de travers comme ça, et il arrive dans le couloir, et quand j'ai ouvert la porte, il me saute dessus et il me lèche. Et ça, il le fait tous les jours. C'est formidable. Et son propos passe comme ça, et beaucoup de gens l'écoutent, et notamment une dame très, très, très intéressée, et qui le revoit 3 mois après, et qui lui dit « Vous savez, monsieur, votre propos de l'autre jour, je l'ai vraiment apprécié. Moi, il m'a vraiment, vraiment, vraiment intéressé. » Eh bien, vous savez, mon mari, quand il arrive le soir, je suis dans la cuisine, il est 18h, je prépare le repas, et quand je sais qu'il va arriver et qu'il sonne, je me précipite dans le couloir et je lui saute au cou et je l'embrasse. Et il dit alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre mari? Il m'a acheté un chien. Une petite blagounette de temps en temps, ça nous fait un petit peu de bien aussi. Autre point important sur notre bienveillance, c'est le fameux droit à l'erreur, qu'on devrait d'ailleurs changer par le droit à l'expérimentation. On peut expérimenter tous les jours, tous les jours. Einstein disait, une personne qui n'a jamais fait une erreur n'a jamais innové. Donc, essayons d'innover. D'ailleurs, on regarde bien, la plupart des grandes inventions sont souvent le fruit d'erreurs. Post-it, par exemple, en est une. Tarte tatin aussi, il paraît. Non,
Il y a eu beaucoup d'histoires de mener sur la tata, je ne suis pas certain, mais bon, peu importe. Mais si on regarde bien, beaucoup de choses se sont faites également aussi souvent sur des erreurs, ou des prétendues erreurs. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un résultat qui n'était peut-être pas celui auquel on avait pensé être. Christophe Colomb, ça lui est arrivé aussi. Il pensait avoir découvert les Indes, on sait où il est arrivé. Mais peu importe. S'accorder le droit à l'erreur, c'est s'autoriser également aussi à être créatif. Or, très très souvent, on bride les gens. On bride nos enfants. Ah ouais. Surtout, bon, c'est sûr que s'ils vont dessiner sur les murs, quand vous venez refaire la tapisserie, c'est peut-être un peu embêtant. Mais ceci dit, on s'aperçoit qu'on a des enfants qui sont extrêmement créatifs. Et en les regardant, on peut se dire qu'il y a une graine de quelque chose là-dedans. Et les accompagner dans leur développement personnel peut être sacrément intéressant. Mais dans l'entreprise, pour y revenir, beaucoup de gens sont créatifs et s'interdisent de l'être tout simplement parce que nous sommes dans des choses extrêmement normées. Parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité justement de pouvoir oser entreprendre. Et souvent, vous avez des discours d'entreprise où c'est affiché comme ça au fronton de l'entreprise, on vous dit « ici, l'on peut oser ». Puis quand vous rentrez dans l'entreprise, vous voyez les masques qui sont là, qui sont présents. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'oser, c'est donner un libre choix, c'est donner aussi un libre arbitre aux personnes pour qu'elles tentent de faire quelque chose et qu'elles le réussissent surtout. Et c'est souvent là la part de créativité et de performance que l'entreprise omet de regarder. Et croyez-moi que de temps en temps, elles devraient, les unes et les autres, être un petit peu plus regardantes et laisser faire certaines choses, bien entendu, dans la justesse des propos. Il est évident qu'on ne peut pas laisser tout faire et n'importe quoi. Il n'empêche que de temps en temps, laisser innover, ça peut être pas mal aussi. Et puis, cette volonté de responsabiliser, moi, elle m'a interpellé. Et tout à l'heure, Anne citait un livre que j'ai écrit qui s'appelle « L'art de déléguer, manager dans la confiance ». Manager dans la confiance, c'était aussi de se dire « est-ce que je peux laisser tous et chacun se responsabiliser ?» Sur responsabilité tout seul, ce n'est pas évident. Par contre, si vous laissez la libre expression à la responsabilité des uns et des autres, ça peut marcher. Moi, j'ai mis en place ce que j'ai appelé le mapping de responsabilité. Le mapping de responsabilité, c'est une étude de la situation dans une unité, dans une entreprise, je l'ai fait à la fois, si vous voulez, dans le monde de l'industrie, dans une grande surface. Je l'ai fait également aussi dans ma propre entreprise, bien évidemment. Et dans d'autres encore, pour m'apercevoir qu'à chaque fois, c'est une réalité qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on demande de décrire les activités. On place l'ensemble des acteurs par grandes unités d'emploi. On leur dit maintenant, exprimez-vous, dites ce que vous faites concrètement. Et là, croyez-moi, j'ai assisté à quelque chose d'assez étonnant. Entre autres, des trous dans la raquette. Il y a des choses que l'on pense qui sont faites. Et en fait, elles ne sont pas faites du tout. Typiquement, je vais vous donner la secrétaire, qui, comme tout à chacun, prend ses vacances l'été. Entre 3 et 4 semaines quand même. Oh, c'est pas beaucoup, hein. Mais quand elle n'est pas là, qui fait son travail? Personne. Et alors qu'en fait, elle est souvent à la courroie de la communication, entrante, sortante. Elle redistribue souvent de l'information à l'interne. C'est un exemple, mais il y en a quantité d'autres comme ça. Et le fait de laisser aussi à chacun la possibilité, par nature d'emploi, d'exprimer sa vraie responsabilité avec ses vrais mots, un peu différent peut-être du manager, permet aux uns et aux autres finalement de rapprocher des points de vue, de rapprocher également aussi des identités. Et au bout du compte, on arrive à des situations qui permettent d'abord déjà une meilleure expression et en second lieu aussi de donner un petit peu plus de justesse aux choses. Et on a des équipes qui fonctionnent bien mieux. Et essayez de faire cette expérience également aussi dans le milieu médical et notamment dans l'hôpital. Et ça fonctionne. On a des équipes soignantes. On a un médecin, et puis on a des équipes soignantes qui sont gouvernées, entre guillemets, par des cadres. Et souvent, il y a une frontière qui n'est pas souvent franchie. Et on s'aperçoit que les équipes, il y a certaines personnes qui aimeraient bien entreprendre et faire quelque chose, mais on ne leur a pas donné souvent l'expression de leur véritable intention sur le travail qu'ils font. Quelle est l'identité qu'ils mettent avec leurs vrais mots à eux? Et croyez-moi, il y a de vraies pépites dedans. Donc, plutôt que de chercher parfois des grands exposés faits par des grands cabinets qui, certes, ont tous, bien entendu, mots à dire, puisque, bien évidemment, ils le vendent très, très bien. Ceci dit, c'est souvent de l'intérieur que les identités peuvent être rejaillies et aussi avec une grande qualité et avec une grande certitude aussi des choses qui sont réalisées. Donc ça nous invite, en tout cas j'espère vous inviter, à vous dire allez voir de l'intérieur, faites exprimer les choses par les gens. Bon, ça demande une petite construction. Alors je pourrais vous inviter à aller regarder le livre parce qu'il exprime un petit peu les choses, mais ceci dit, il faut faire les choses simplement, c'est-à-dire revisiter ensemble quelle est l'approche que l'on a dans notre entreprise et comment les uns et les autres portent
une véritable identité. Et croyez-moi, là, on va trouver une richesse collective qui va être superbe. Quand on parle de responsabilité, quels sont les parents ici qui ont remis les clés de leur voiture le jour de l'obtention du permis de leur enfant? Levez la main. Ouais, vous n'êtes pas nombreux. Hein. Ouais, je comprends. Ouais. C'est terrible. Hein. On a peur. Ouais. Et pourtant, sachez quand même que 4% seulement des enfants ont cassé la voiture. Si vous êtes dans les 4%, vous n'avez pas de bol. Mais sinon, ça veut dire que 96%, vous pouvez leur faire confiance. Et je peux vous assurer que moi, je l'ai fait pour mes enfants. Et je me souviens d'un propos de ma fille disant à ses copines, vous êtes dans la voiture de ma mère, faites gage, je vous préviens, il faut être propre, on ne mange pas dans la voiture. Mais je vous assure, elle était très précautionneuse. Donc ça veut dire que si elle était dans cette démarche d'esprit-là, c'est qu'elle avait bien pris en compte la responsabilité qui était la sienne. Ce n'était pas sa voiture. Et pour autant, elle a réussi. Eh bien, si je prends cette analogie et qu'on la transporte dans l'entreprise, il y a quantité de gens aussi qui pourraient entreprendre certaines choses. Est-ce qu'on leur fait confiance ou pas? Vous voyez, 4% simplement des jeunes ont cassé la voiture. Vous n'êtes pas plus nombreux ce soir à pouvoir avoir pu dire effectivement que vous aviez confié naturellement les clés de la voiture. Mais je vous assure que vous pouvez le faire. Bon, je dis, ne soyez pas dans les 4%, mais sinon ça marche. Donc, quand on est dans cette responsabilité qui est offerte, on sait que, bien évidemment, en faisant confiance à l'autre, on va obtenir la confiance. Ça, c'est quasi certain. Donc, décider la bienveillance, ça s'apprend. Ça s'apprend à travers les postures que l'on a vues tout à l'heure, à travers ces attitudes, cette vision libérée que l'on peut avoir, cette capacité à choisir, ce compliment, cette reconnaissance que l'on peut donner tous les jours. Pour nous aussi, dans notre entourage, avec nos proches, nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, nos parents. Vous voyez, faites un petit peu cette petite analyse, vous allez vous apercevoir qu'il y a quantité de choses que vous ne faites pas chaque jour et qui seraient peut-être intéressantes de faire. Et vous allez voir le bonheur que ça donne aux autres et que ça vous donne en retour également aussi parce que vous allez être apaisé. Ce droit à l'erreur et à l'expérimentation, combien de fois même vous êtes-vous interdit, vous et chacun d'entre vous ici, à ne pas faire certaines choses au prétexte que ça ne se fait pas. On ne sait pas pourquoi ça ne se fait pas, mais c'est comme ça. Hein. On ne sait même pas si c'est la religion, on ne sait même pas si c'est l'éducation, on ne sait même pas si on a appris ça à l'école, mais on ne le fait pas. Sortons un petit peu de ces interdits. On a besoin aussi de se trouver un peu plus de liberté pour pouvoir agir. Et ça fait partie aussi de la bienveillance qu'on peut s'octroyer. Et aussi cette vraie responsabilité, cette vraie volonté de responsabiliser, est-ce qu'on est capable de la donner? Se la donner à soi, et puis se la donner aux autres aussi. Donc là, on a vu les postures, les attitudes, et on va voir la troisième botte. Et là, on va parler de comportement. Alors, le comportement aussi a une belle définition dans le dictionnaire, parce qu'il nous dit, c'est notre façon d'agir ou de réagir, et moi, je préférerais qu'on parle de réagir. Eh oui, parce qu'on a su faire certaines choses, mais parfois on a oublié de les faire. Donc là, je sais qu'il y a quantité de gens qui pensent que, effectivement, il y a des recettes, hein, on les connaît, et que peut-être vous êtes un petit peu affaiblis, là, je sens ça dans les comportements. Hein. Alors je vais peut-être vous inviter à faire une chose que vous n'avez peut-être pas envie de faire tout de suite, mais vous allez vous lever. Ouais. Bon, vous êtes resté assis jusque-là, ça va vous faire du bien. Vous allez vous lever. Vous allez vous regrouper par 3 personnes. Vous pouvez prendre devant, derrière, peu importe. Et vous allez tout simplement regarder la personne. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous faire la bise, on a dit, hein, ce n'est pas une obligation. Mais vous allez tout simplement essayer de vous dire à chacun d'entre vous de manière tournante, tu es une personne bienveillante. Allez-y. Voilà. Ça y est? Est-ce que vous êtes tous et toutes dit « tu es une personne bienveillante » à la voisine, au voisin de gauche, de droite, oui? Alors maintenant, vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Hein. Alors derrière ce petit brouhaha, pour ceux qui ne font qu'écouter, j'ai demandé donc à ce que les personnes se regroupent par 3 et se disent, les yeux dans les yeux, tu es une personne bienveillante. Vous avez vu que ce n'est pas si naturel que ça, que parfois on est un peu gêné.
Et pour d'autres personnes, on est très à l'aise, on aime bien. Ça fait pas, voilà, madame dit, ouais, moi je le dis aisément. Mais vous avez raison, madame. Seulement, toutes les personnes ne sont pas nécessairement comme vous. Et le fait de le dire comme ça, là aujourd'hui, je vous ai un petit peu pris au pied levé, mais d'une certaine manière, si vous êtes capable de le faire ce soir en rentrant chez vous, demain matin, en regardant votre conjointe, vos enfants, et de leur dire, tu es quelqu'un de bienveillant, vous allez voir les sourires que ça déclenche. Ce bienfait naturel qu'ils vont recevoir et que vous allez recevoir en retour, parce que le sourire des autres va vous redonner du sourire. Si tant est que vous l'ayez perdu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur? Souriez, vous êtes filmé. Voilà, un petit peu d'humour. Mais ça, c'est important, qu'on ne soit pas enfermé derrière des choses. Apprenez à réagir, mais surtout à réagir. Redevenez bienveillant, car vous l'étiez. Vous l'étiez tout petit, vous saviez donner cette bienveillance. C'était souvent des sourires, des hareux. Ah, vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire au tout début, hein, moi non plus d'ailleurs. Mais il n'empêche que tout ce que l'on donnait, c'était bienveillant. Puis on donnait tout. Hein. Ah, tout. Et des fois, on donnait plus qu'il n'en fallait, mais peu importe, on en a donné quand même. Et ça, c'est important de le faire. J'utilise souvent ce mot important pour vous marquer un tout petit peu, là aussi, pour que ça devienne un ancrage. L'important, c'est d'être bienveillant. Alors, on va voir ces comportements. Il y en a plusieurs. On va commencer déjà par un accompagnement sincère et authentique. Alors, vous allez me dire que quand on voit ces deux personnages, on se dit que quand même Poutine, il est en train de se foutre royalement de la figure de Trump. Là. Ça, c'est clair. Hein, parce qu'on sait que lui, c'est un amateur de golf et que franchement, le foot ou le soccer, franchement, ça le passe là. Hein. Mais il n'empêche que si on le fait avec vraiment sincérité, avec authenticité, parce que quand on est bienveillant, il ne faut pas le faire comme ça simplement pour mettre un peu de baume, ça ne sert pas à grand-chose. Vous aurez mis une petite surface sur quelque chose qui de toute façon à un moment s'effacera avec le temps, hein, comme on dit avec les orages de la vie, avec les différentes péripéties que l'on pourra avoir dans la semaine, dans les mois, dans les années qui vont suivre. Non, ce qui est important là, c'est d'être sincère. Quand vous faites quelque chose, donnez quelque chose de sincère, véritablement. Le petit exercice que vous avez fait tout à l'heure, quand vous étiez en train de dire « tu es une personne bienveillante », mais je peux vous assurer que si vous le faites avec sincérité, authenticité, ça marche. C'est pas compliqué. Et ça déclenche des sourires. Des bavardages aussi, je l'ai vu. Mais indépendamment de ça, ça permet quand même de pouvoir évoquer et de parler du sujet. Donc, cet accompagnement sincère, combien de managers l'ont réellement quand ils confient des objectifs ? Objectif annuel. J'ai posé la question à certains managers auprès de qui j'intervenais. Je leur dis, mais c'est quoi un objectif pour vous ? Ah ben, c'est de dire à une personne ce qu'elle a à faire. Oui, d'accord, c'est sûr que c'est pas faux. Mais vous faites quoi en plus ? Ben, rien. C'est à eux de faire. Oui, mais est-ce que vous leur avez dit comment vous alliez les aider ? Ben non, puisque c'est un objectif pour eux, c'est à eux de le faire. Donc on voyait bien qu'on était en train de mouliner et qu'on faisait du surplace. Alors qu'en fait, un objectif, d'abord déjà, il faut des indicateurs. Il faut de vrais indicateurs. Et en plus, il faut dire à la personne, eh bien, on va te donner des espaces-temps, on va se rencontrer pour savoir où tu en es, comment tu y arrives, et si tu as des difficultés, comment on peut t'accompagner, soit avec une équipe, soit éventuellement par une formation, car la formation n'est pas toujours la clé nécessairement, mais en tout cas, c'est un des éléments, c'est un moyen. C'est pas un but en soi. Hein. Mais on voit bien qu'il y a des possibilités de pouvoir faire certaines choses, à la condition, bien entendu, là aussi, qu'on soit authentique et sincère. Quand on donne des objectifs, quand on est manager, ça doit être dans cet état d'esprit. Je vais me faire des amis ce soir, je sens. Mais bon, tant pis, hein, parfois il faut se lancer. Et puis, un autre point également aussi qui est aussi nécessaire pour nous, c'est cette écoute attentive. Alors, on voit bien que parfois, on a entendu les gens. On n'a pas toujours compris ce qu'ils ont dit. On n'a pas toujours compris ce qu'ils ont dit, et ça, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'on se dit après coup, une fois qu'on est parti, mais qu'est-ce qu'il ou elle a bien voulu nous dire ? Parce qu'on n'a pas mis suffisamment d'attention. Et oui, pourquoi Confucius nous disait, si on nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que parler. Donc ça veut dire que ceux qui parlent beau... Non, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais effectivement, quand on parle trop, à un moment, on n'est pas dans l'écoute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 2 choses à la fois. On ne peut pas et parler et écouter. Il faut savoir faire des pauses
Il faut savoir entendre aussi ce que la personne est en train de vous dire. Et parfois, elle peut vous dire peut-être quelque chose qui va être contrariant par rapport à vous ou par rapport à votre exposé. Et alors? Est-ce que c'est grave? Non. Parce que si vous écoutez, peut-être que justement, elle va vous nourrir également aussi de quelque chose que vous pourriez faire tout autrement. Donc, on s'enrichit mutuellement. Donc, passer par l'écoute, c'est quelque chose de fort, à la condition, bien entendu, qu'elle soit extrêmement attentive. Mais c'est vrai dans notre quotidien. Hein? Combien de conjoints ont dit « mais je te parle, tu ne m'écoutes pas ». Ben oui, mais c'est la vérité. On ne s'écoute plus. On ne prend plus le temps d'écouter l'autre. Et prendre le temps, parfois, c'est de comprendre et de se dire « ah, ça y est, je sais pourquoi j'ai telle ou telle réaction ». Mais si j'ai telle ou telle réaction, c'est parce que justement, je n'ai pas pris le temps suffisamment intentionné d'écouter la personne qui est en train de m'exposer quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, cette perte de mémoire que l'on pourrait avoir de temps en temps, elle pourrait tout à fait être rejetée de côté en passant un petit peu plus de temps à l'écoute. Donc, c'est vrai pour nos apprentissages au quotidien, d'ailleurs. Hein. On pourrait dire ça à nos étudiants également aussi. Écoutez un petit peu ce qu'on vous dit de temps en temps. Hein, ça va vous permettre un petit peu de comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Et parce qu'on veut aller très vite, trop vite parfois. Donc, on anticipe parfois des choses qui ne sont pas encore nécessairement évoquées. Alors que si on avait pris le temps de la continuité de l'exposé, on aurait compris, bien entendu, ce à quoi on devait aboutir. Donc ça peut nous renvoyer aussi à tous nos apprentissages du début. Hein. Quoi qu'il en soit, on a besoin aussi de répéter un petit peu cette approche-là, à la fois dans nos modes de fonctionnement estudiantin, scolaire, mais également aussi dans le monde de l'entreprise. Passer du temps à bien expliquer les choses, c'est également aussi s'assurer d'une bonne compréhension et permettre également aussi que les choses se mettent en place avec un petit peu moins d'erreurs parfois. Car de toute façon, on n'évitera probablement pas les erreurs, mais certaines pourraient être diminuées, en tout cas dans leur situation finale. Et puis, quelque chose aussi qui est à contrôler chez nous, qui est important aussi au niveau de la bienveillance, c'est notre ego. Alors, vous allez me dire, l'ego, ouais, oui, mais il est nécessaire. Il est nécessaire, cet ego. Le positif, j'entends. Hein. C'est celui qui va vous permettre de réussir dans la vie. C'est celui qui va vous donner tout ce que vous avez besoin pour prendre certaines décisions à un certain moment. S'engager à faire certaines choses n'est pas aussi simple que ça. Vouloir un jour décider, comme j'ai eu la bêtise de faire, c'est de créer un mouvement. France solidaire, bien évidemment, mais pourquoi tu t'embarques là-dedans? À l'âge que tu vas partir à la retraite bientôt, pourquoi tu t'embêtes? Franchement, c'est vrai. Parce que je pense qu'il y a, à mon avis, des choses à faire. Et que je me fais plaisir aussi à le faire. Donc, je flatte un peu cet ego positif. Celui qui me donne cette capacité à aller au-delà et de faire des choses que je n'aurais pas faites si je m'étais laissé aller tout simplement dans une continuité simple et facile et aisée. Donc là, cet ego-là, il est très bien. Par contre, il y a l'ego négatif. Celui-là, c'est votre premier destructeur. C'est celui qui, vous savez, celui qui est attaché étonnamment au nombril que vous avez ici. Hein. Et ce nombril-là, de temps en temps, il n'est pas bon pour vous. Parce qu'il va vous empêcher de réaliser certaines choses. Donc, vous avez besoin, en l'occurrence, là aussi, d'aller au-delà un petit peu de cet aspect destructeur, de ce côté négatif, égocentrique, le « je sais tout, j'ai tout compris, c'est moi qui ai raison ». Et là, à partir du moment où on sort de ça, on va s'apercevoir que notre ego, si on le cultive bien le côté positif, il va nous faire grandir. Il va nous faire prendre des décisions parfois assez extraordinaires. Tiens, pourquoi une personne se révèle à un moment de sa vie? Moi, j'ai l'exemple d'une personne qui, à un moment, alors on pourrait appeler ça de la résilience, peu importe, mais toujours est-il que c'est une personne qui a subi les plus grands affres de sa vie, qui a été bafouée, maltraitée, jusqu'au plus fort du plus fort. On peut parler de viol. Et cette personne a décidé un jour de s'en sortir. Non pas par des approches psychanalytiques, psychologiques, médicamenteuses. Elle a décidé tout simplement d'être elle. Et se donner la capacité d'être elle-même. Aujourd'hui, c'est une personne qui intervient en conférence et qui est en capacité de vous donner finalement tout ce qu'elle a su créer en elle, c'est-à-dire elle. De vous dire que elle est capable d'aller plus loin parce que son ego positif lui a dit « si tu veux gagner la lutte que tu as entreprise, de changer un petit peu les aspects autour de toi, c'est tout simplement de t'occuper de toi. » Elle l'a fait. Elle n'habite pas très très loin de chez vous. Je ne sais pas si je peux donner son nom là encore.
parce que je lui laisserai plutôt le plaisir de le faire. Mais c'est une personne qui habite à 1h15 à peu près de Montpellier. Et cette personne-là, elle est pour moi une personne que j'ai envie de faire venir dans le cadre d'un Happy Brace, de ces colloques que je mets en place, parce qu'elle a vraiment quelque chose à dire. Et je peux vous assurer que tous ceux qui pensent aujourd'hui que la vie est terminée pour eux ou qu'elle n'est plus possible pour eux, eh bien, cette capacité de résilience qu'elle a eue, ces capacités de prendre soin d'elle, pas son ego, et de sortir de ce marasme qui était le sien, et d'être aujourd'hui, c'est la personne qu'elle est, c'est une personne mais qui est étincelante. On voit cette personne, on a l'impression qu'elle est lumineuse. Vous savez, vous la rencontrez, oh, quel plaisir. Et elle vous fait du bien. Dès qu'elle vous parle, elle vous fait du bien. Et ça, c'est fantastique. Donc, votre ego, gardez-le. Le mauvais, vous le diminuez. L'autre, vous le faites progresser. Et puis, ayez aussi une attention de tous les instants. En flûte, ce matin, j'ai oublié de dire à mes enfants quelque chose. J'avais envie de leur dire quelque chose. Qu'ils étaient mignons, que je les aimais. Mais j'ai oublié de leur dire. C'est la même chose pour mon conjoint ou ma conjointe. De temps en temps, on aimerait bien aussi qu'on ait une petite attention, quelque chose qui fasse plaisir. Qu'est-ce qu'on a loupé ce matin? Qu'est-ce qu'on a loupé dans sa vie? On a loupé parfois aussi de faire plaisir à l'autre et de lui dire chaque petit jour qui vient, là, ce que l'on pense de lui, ce que l'on pense d'elle, par un tout petit mot. T'es super ce matin. Oh bah dis donc, t'es vraiment souriant. Ah bah tiens, t'as une belle chemise. Oh bah dis donc, t'as mis une belle jupe ce matin. Etc. Ça coûte quoi, ça? Ça montre d'abord l'intérêt que vous portez à la personne et ça vous prend quelques petites secondes. Allez, au plus fort du cas, entre 4 et 5 secondes. Hein, c'est très vite dit. Mais tout ça, ça fait du bien. Et cette attention que vous allez porter là, surtout parce que c'est arrivé notamment dans des phases dramatiques pour certaines personnes qui disent « Ah bah tiens, il y a eu un accident, malheureusement la personne est décédée. C'est dommage parce que ce matin, j'aurais pu lui dire quelque chose. » Souvent, c'est ça, c'est l'après-coup. Mais n'attendons pas l'après-coup, n'attendons pas l'accident. Attendez, sinon, dans ces cas-là, vous imaginez tous les matins les gens qui disent « Bon, je lui dis rien ce matin, il y aura bien un accident dans la journée. » Non, on ne peut pas dire ça. Donc très concrètement, on a peut-être besoin de se nourrir un petit peu de cette chose-là et se donner de belles choses tous les jours. Cette attention que l'on peut donner de tous les instants. Voilà, je vous ai donné, en l'espace de quelque temps, je suis encore bien, puisque je voulais vous donner quelques petits bonus quand même. Hein. Donc, oui, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais les post-it, ça vient quand? Ça va venir. Donc, cette attention, c'était la 12e. Et une fois que vous avez ces comportements que l'on va resituer, cet accompagnement sincère, cette écoute attentive, cet ego contrôlé, sans le petit truc sur le « et » là, et cette attention de tous les instants, là, vous aurez des comportements qui viendront nourrir les attitudes et les postures que l'on a vues précédemment. Donc, vous partez maintenant avec 12 possibilités pour créer ensemble un pacte de bienveillance. Bien entendu, alors ça veut dire qu'il y a du boulot. Pour certains, vous les avez déjà, hein, donc vous ne partez pas de rien quand même, je vous le dis tout de suite. Hein. Par contre, il y a quand même quelques autres à construire, puis certaines à nourrir aussi. Maintenant, je vais vous donner les bonus, et pour ces bonus, je vais d'abord vous dire ce mot-là, là, vous allez me le supprimer tout de suite. Il n'y a pas de problème. Arrêtez de parler de problème. Par contre, il y a très très souvent un vrai sujet. Alors ça aussi, cette expérience, je l'ai fait dans le milieu hospitalier. Ma conjointe qui, effectivement, voyait chaque jour des infirmières qui disaient « Oh, on a un problème !» C'est un problème. Et un jour, je dis-leur simplement qu'elles parlent du vrai sujet qui est le leur. Et qu'est-ce qui s'est passé selon vous? La première fois, les personnes ont été un peu interloquées en disant « Mais pourquoi elles nous parlent d'un vrai sujet ?» Et puis très très vite, bien entendu, ça le fait. Bah oui, parce que mon sujet, c'est ça. Et comme mon sujet, c'est ça, je suis capable de vous exposer au moins peut-être une, voire deux solutions. Donc la personne vient avec son vrai sujet et aussi les deux solutions ou la solution qu'elle a à mettre en face. Alors que si elle vient avec son problème, zéro solution. Ça veut dire que vous aussi, nous aussi, hein, parfois nos problèmes, bon, allez, on a de vrais sujets. Et ces vrais sujets sont à prendre en compte. D'ailleurs, ils sont vrais, ces sujets. Et s'ils sont vrais, c'est qu'ils sont importants. Donc, plutôt que de parler de problèmes, parlons de vrais sujets. Et puis aussi, comme dirait mon ami Serge Marquis, brillant médecin canadien et brillant conférencier, que vous avez peut-être vu dans la région aussi, et il dit «
lâchez le riz de temps en temps. Mais lâchez le riz. Alors elle vient d'une petite histoire en fait. Parce que lâcher le riz, ça vient de la situation suivante. Vous savez que dans certains pays asiatiques, ils mangeaient du singe pendant longtemps, et c'est notamment en Malaisie, et ils ont décidé de ne plus en manger. Et bien entendu, ils ont trouvé ces singes de plus en plus présents autour d'eux, et y compris un peu chapardeurs. Ils venaient voler le riz dans les cuisines des gens dames là, qui étaient en train de le cuisiner. Et à un moment, ils se sont dit, il y en a un petit peu ras-le-bol, on va les piéger aussi un petit peu. Et pour les piéger, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé des noix de coco, de façon à pouvoir laisser pénétrer simplement la petite main du petit singe. Et ils ont mis du riz parfumé à l'intérieur pour les attirer, bien évidemment. Ils ont suspendu ces noix de coco dans les arbres, et les singes sont arrivés, ils ont plongé la main, ils ont pris le riz, et bien entendu, en voulant ressortir, ils ne sont pas arrivés, quoi. Alors vous imaginez le nombre de jurons en singes qu'ils ont pu sortir. On imagine, bien entendu, si nous, les humains, nous avions été dans la même situation, le nombre de jurons que nous aurions pu sortir. Donc ça veut dire que de temps en temps, pour sortir un petit peu de nos difficultés, il faudrait peut-être lâcher le riz. Lâchez la pression. Eh ouais, lâchez un petit peu vos certitudes. Hein ? Baissez les épaules. Oui, on parlera tout à l'heure aussi de comment grandir, mais vous avez tout à fait raison. Lâchez le riz, lâchez effectivement un moment toutes les pressions qui sont les vôtres pour devenir ce que vous êtes, c'est-à-dire la plus belle personne de vous-même. Et pour ça, pour y arriver, c'est tout simplement ici d'augmenter le degré de bienveillance. Et augmenter le degré de bienveillance, ça doit vous rappeler quelque chose. L'eau bout à partir de combien de degrés ? 99 degrés, ça ne bout pas. Et curieusement, à 100 degrés, 1 degré de plus, ça met l'eau en ébullition. Et bien pour la bienveillance, il suffirait de mettre 1 degré de bienveillance pour mettre les gens en ébullition. C'est chouette, hein ? On a envie d'y aller, hein ? Donc ça veut dire que pour vous, un tout petit degré de bienveillance par jour, et paf, vous allez passer en ébullition. Et cette ébullition-là, elle va être contagieuse, dans le bon sens du terme. Vous allez me dire, bon, c'est vrai qu'il y a le coronavirus, pas le moment d'en parler. Mais somme toute, une vraie bonne contagion. Et celle-là, elle est utile. Mais même justement dans ces difficultés que l'on connaît ou que l'on va connaître, parce que bien évidemment, les choses vont probablement ne pas rester dans la situation présente. Quoi qu'il en soit, pour être bienveillant, il faut aussi que vous le soyez pour vous-même. Vous avez déjà vu ce petit film. Et finalement, cette petite fille était tout simplement la belle pensée qu'il devait avoir. C'était un irascible. Il est devenu bien plus gentil, bien plus bienveillant, parce que cette petite fille lui a fait comprendre que finalement, la solution, elle devait lui permettre de sortir de son irascibilité. Elle devait lui permettre également de sortir aussi de sa méfiance. Et du coup, en acceptant que finalement d'autres personnes puissent rentrer dans sa vie, la bouleverser un tout petit peu, ça se passe bien. Mon ami Serge Marquis me disait, vieux garçon, à 43 ans, il trouve une femme charmante avec une jeune fille. Il trouve ça super, il dit, elles vont embellir ma vie. Pour autant, quand il rentrait dans sa salle de bain le matin, le savon n'était pas à sa place. La serviette n'était pas à sa place. Et tout ça, ça devenait terriblement agaçant. Et il s'est dit à un moment, si je dois accepter et cette femme que j'aime et la fille qui est là, et qui vont être les 2 personnes les plus chères de sa vie, et d'ailleurs elles le sont depuis, eh bien il a fallu qu'il accepte qu'à un moment, il lâche un peu le riz, et ça c'est sûr, et puis qu'il aussi accepte cette bienveillance aussi naturelle qu'il devait donner auprès de toutes les personnes. Alors maintenant, on va passer à un autre point qui est une équation, et c'est là que je vais vous demander d'être très actif. Alors cette équation, c'est une personne, c'est un B. Votre voisin qui est un B aussi. Et donc ces 2 bienveillants au carré vont vous donner la performance que vous attendez demain. Et pour ça, je vais vous demander d'écrire. Vous allez prendre votre petit post-it. Et vous allez écrire un mot de bienveillance, celui que vous voulez. Et quand vous aurez écrit ce mot, ceux qui n'ont pas des stylos peuvent le demander aux autres, faites-le encore ce soir, demain vous ne pourrez pas le faire. Écrivez le mot bienveillant que vous avez envie de donner à la personne qui est soit à votre gauche, soit à votre droite. Peu importe. Ou derrière si vous avez envie. Et vous allez venir coller le petit post-it ici sur l'épaule de la personne. Donc je vais mesurer quelle est l'intention que vous donnez. Et bien entendu, ce mot bienveillant, c'est vous qui le choisissez. S'il y en a qui n'en ont plus ou qui n'en ont pas assez, il y avait tout à l'heure une belle liste de mots bienveillants. Mais je vous assure que vous n'êtes pas sans... Puis vous avez le droit de vous répéter si vous avez envie, même si celui qui est derrière a un autre mot identique au vôtre,
c'est pas grave, hein, vous avez le droit effectivement d'écrire tous les mots que vous voulez. Donc faites-le, cette petite chose. Une fois que vous l'avez écrit, vous le mettez ici sur l'épaule de la personne. Alors avec bienveillance, bien entendu. Voilà. Ah ben, c'est chose faite. N'ayez pas de stylo. Ça, c'est l'excuse. Hein. Ça, c'est l'excuse. Parce que la personne qui vient de vous mettre le petit post-it, elle a un stylo. Et elle peut vous le passer pour écrire votre petit mot bienveillant. Faites-le. Et une fois que vous l'avez fait, que vous l'aurez posé ici, d'accord ? Peut-être que vous ne l'avez pas eu le temps, puisqu'on vient de vous le poser, de le regarder. Eh bien, une fois que vous aurez fait ça, la personne qui a reçu ce petit mot de bienveillance, regardez-le maintenant. Vous avez le droit de l'enlever et de le regarder et regarder la belle pensée que cette personne vous a donnée. Alors pour ceux qui sont un peu plus loin, qui sont en audio, ne savent pas réellement ce qui se passe, mais en fait, chaque personne est en train d'écrire un petit mot. L'autre personne l'a posé ici sur son épaule. Et maintenant, bien entendu, vous avez le droit de regarder. Vous avez le droit de regarder ce qu'il y a sur ce mot-là. Il est à vous. C'est précieux, hein ? Alors en conclusion maintenant, puisque nous allons arriver à cette conclusion, ça sert à quoi d'être bienveillant ? Ah ben je crois que là, on est parti sur le front, sur l'épaule. J'ai pas vu d'autres endroits, non. Apparemment, on en est resté quand même dans des choses tout à fait acceptables, donc tout va bien. Alors, sur la conclusion, celle que je voulais vous donner est la suivante. Si vous êtes bienveillant, vous serez plus disponible, plus accessible et ouvert, et vous serez aussi beaucoup plus audacieux. Et les autres seront plus constructifs, plus inspirés, plus créatifs, plus innovants et plus responsabilisés. Alors maintenant, on regarde bien ce que veulent les entreprises. Les entreprises veulent du résultat, elles veulent du cash. Les salariés, qu'est-ce qu'ils veulent ? Du flow, du bien-être. Et si tout simplement nous faisions ensemble du cash flow ? Et pour terminer sur une bonne note, je voudrais quand même vous donner une petite philosophie de vie. Plutôt qu'un possible avenir, faites-en un possible avenir. Et maintenant, on peut se lever de bonne heure. Voilà, merci à vous. Bonsoir, merci pour cet exposé. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Un témoignage de vous assurer que quand on est dans la bienveillance, enfin quand on essaie, on peut en fait trouver du bonheur. Je vous parle en tant que bénévole écoutant SOS Amitié, et pas tout le temps, mais parfois on a l'impression vraiment de servir à quelque chose et d'amener quelque chose de mieux à la personne qui appelle. Ce sont des appels donc de gens en détresse. Vous connaissez peut-être l'association qui a une 60aine d'années. On dit dans cette association souvent on rentre à SOS Amitié pour les autres et on reste pour soi. Et c'est vraiment une vérité. Parce que dans ces écoutes, on trouve une humanitude, terme que vous aviez employé au début de votre conférence, et on apprend beaucoup de choses. Et on se relie, c'est une belle reliance. Voilà, donc j'invite ceux qui sont intéressés à cette œuvre, puisqu'en fait on cherche des bénévoles écoutants, on en manque cruellement. Il y a seulement un appel sur 4 qui est reçu, qui peut être reçu. Donc je serai là à la fin de la conférence. Ceux qui ont envie de poser des questions, enfin qui sont intéressés par cette démarche, peuvent venir me voir près de la scène. Merci. Merci à vous, mais en fait, vous n'aviez pas de questions. D'accord. Un témoignage. Bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette conférence riche de savoir et c'était vraiment chouette. Merci.
Ma voisine de post-it m'a marqué le mot résilience. Alors je pose la question, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça a l'air d'être un mot sympa. Si vous pouvez peut-être nous aiguiller, vous l'avez prononcé en tout début de conférence. Merci. La résilience est un mot complexe, hein. C'est souvent une situation qui nous a enquistés dans la vie. Et pour s'en sortir, renaître en fait. La résilience, c'est une renaissance. Comment on renaît de quelque chose qui nous a détruits? Comment on arrive finalement à trouver l'énergie la plus forte pour réussir quelque chose qui nous a tellement marqué qu'on aurait pu s'écrouler et parfois même ne plus vivre. Et la résilience, c'est une renaissance. Pas tout à fait ça. Enfin, c'est mon expression. Alors, Revenir à un état de stabilité après un choc. c'est aussi vrai. Mais je n'ai pas voulu utiliser ça parce qu'effectivement, c'est la définition. Ah, on a une troisième définition. Est-ce qu'on peut tendre le micro? Parce que c'est intéressant qu'on se complète. Oui, moi je ne sais pas tout. Hein, Voilà. donc, Alors, moi, effectivement, aussi, dans un autre domaine, j'ai travaillé sur la résilience, et notamment avec Boris Cyrulnik. Oui. Et en fait, au départ, c'est un terme de physique, effectivement, qui voulait dire qu'après une lame de fer, après avoir été déformée, revient à son état initial, d'où ce terme-là. Mais en fait, nous, dans notre domaine, c'est pouvoir continuer un processus, donc ce n'est pas tout à fait une renaissance, c'est pouvoir reprendre le cours de la vie après effectivement un traumatisme majeur. Ça peut être un traumatisme vraiment grave, où nous, dans notre cas, on l'étudie notamment dans des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, comment on peut continuer. Et donc effectivement, ça ne veut pas dire que la mémoire s'efface, mais ça veut dire qu'on peut petit à petit continuer à vivre alors que d'autres personnes vont être soit dans le déni, soit vont s'arrêter, effectivement, vont rester figées à un certain stade, et ça veut dire pouvoir continuer, notamment grâce à nos capacités internes, mais aussi justement l'aide des autres, et notamment ce qu'on appelle soit des facteurs de résilience, soit des aides, parce que ça vient effectivement des interactions avec les autres. Voilà. merci beaucoup de ce complément, je n'aurais pas dit mieux, et en tout cas, moi je l'ai gardé sur le terme de la renaissance, mais c'est un autre aspect des choses, et c'est une continuité. On est bien d'accord, madame. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Ça, c'est clair. Merci en tout cas de votre propos. Y a-t-il d'autres questions? Non. Non. Mais je pense qu'on va vous entendre tout de suite. Un petit souci technique, c'est des choses qui arrivent parfois, hein, mais... Oui, je crois que c'est bon. Ah, ça y est, Bon, vous êtes tout arrivé. d'abord, merci pour ces messages très positifs. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'entendre des gens qui sont dans cette logique de bienveillance, parce que je pense que c'est vraiment un combat de tous les jours. Effectivement, je pense qu'on a tous cette volonté d'être plus bienveillant dans son entourage, dans son entreprise. Est-ce que vous auriez quelques conseils à nous donner pratiques pour réussir à mettre ça en place effectivement au quotidien? Parce que je pense que on le fait, on bute, on retombe dans nos travers, on reparle des problèmes, on a du mal à porter toujours une vision positive sur les problèmes parfois qui nous sont apportés. Donc est-ce que vous avez un petit peu 2-3 conseils pratiques que vous pourriez nous donner? Je pense que ça nous aiderait. Et puis, deuxième partie de ma question, je vois que vous faites référence à Kindness Learned Management. Est-ce que c'est une école de management sur la bienveillance que vous avez développée, ou est-ce que c'est une philosophie qui existe par ailleurs ou par... Non, Ça serait bien d'ailleurs que tu nous parles Ouais. des deux choses dont on a dit au tout début, là, des associations que tu as mis en place, que tu as lancées. Ça serait bien de rebondir aussi là-dessus. Mais je vais répondre. Alors, est-ce qu'il y a des conseils? Vous avez vu que je me suis interdit. J'ai parlé de pistes. Parce que je pense que de toute façon, les meilleurs conseils, c'est ceux qu'on va se donner à soi.
Donc, bien évidemment que vous allez avoir aujourd'hui de ce que je peux appeler des gourous managériaux. Vous allez peut-être avoir aussi des cabinets conseils qui, pour certains, vont aller dans les grandes explications, mais au bout du compte, dans le maximum de leur art, ils ont fini par admettre que tout simplement, c'était la bienveillance, le mot-clé sur lequel on devait se porter. Alors, très clairement, là-dessus, je pense que s'il y a des pistes que vous n'avez pas encore tentées parmi les 12 que je vous ai présentées, je pense que vous avez matière à pouvoir vous mettre au boulot dès demain là-dessus, et vous en aurez, à mon sens, pour quelques semaines, des mois, voire peut-être même des années, mais c'est très bien, parce que je pense qu'à chaque fois que vous penserez avoir abouti à quelque chose, vous n'en serez qu'au commencement d'une autre chose, c'est-à-dire que vous n'aurez pas fini, et d'apprendre, et de faire, et de continuer. Mais vous verrez, ça deviendra un vrai plaisir à la fin. Il faut Donc, oser. Oser. Il faut oser. Alors pour revenir un petit peu sur le propos qu'avançait Anne sur le sujet, oui, j'ai essayé, alors comment dirais-je, et je répondrai à Candice Learn Management après, de mettre en place au moins des colloques pour que l'on puisse à un moment faire venir aussi à la fois des chercheurs et des chercheuses sur ce sujet. Moi, j'ai écrit un livre avec une chercheuse depuis maintenant 3 ans. On a fait toute une étude sur à la fois l'approche de la bienveillance version occidentale, mais également aussi la version orientale, parce qu'on a beaucoup appuyé dans les deux approches. Et au bout du compte, elles sont très complémentaires. Le fait est, c'est que souvent, on a tendance, par dogmatisme, à dégager l'une parce qu'elle nous dérange, ou dégager l'autre, ou en prendre une partie de l'une et une partie de l'autre. Bref, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de l'ensemble de ces éléments. Et en faisant cette étude qui reste empirique, je le dis quand même, on a pu déceler comme ça un certain nombre de choses, et à travers les 12 pistes que vous avez ce soir, bien entendu exposées de manière extrêmement courte, il y a tout un fond qu'on pourra vous donner dans un livre qui pour l'instant n'a pas reçu encore l'aval d'un éditeur parce qu'il y a le coronavirus. J'assure, c'est vrai. C'est la réponse qu'on a eue. Le livre va mal, enfin bref, donc on essaiera de le donner sous une autre forme, et pourquoi pas d'ailleurs en e-book, de façon à ce que le plus grand nombre de personnes le fassent, et pourquoi pas même à un moment le donner, parce qu'après tout, on ne cherche pas le côté marchand. Vous savez, un auteur, quand il écrit un livre, en général, ça lui rapporte peut-être 1,05 €, 1,06 € par livre vendu. C'est pas lui qui fait vraiment, je dirais, fortune avec, sauf si vous faites un best-seller, et encore. C'est plutôt sur les dérivés, souvent d'un livre, que les choses se font. Bref, pour revenir à Kindness Learn Management, quand j'ai écrit ce premier livre qui s'appelait L'art de déléguer, manager dans la confiance, on m'a demandé de faire une conférence. Mais une conférence, je me dis, mais j'ai pas d'identité, je ne sais pas qui je suis, et puis travailler que pour mon nom, Jean Jalican, franchement, ça faisait nombriliste. J'ai dit, je voudrais faire passer un message, et donc j'ai appelé ça Kindness, bienveillance, Learn, management, apprendre la bienveillance dans le management. Ça a été mon faire-valoir de début. J'ai voulu que ça soit ma ligne de vie, et je me suis engagé dedans. Et je me suis engagé dedans il n'y a pas si longtemps que ça, puisque le livre a été écrit en 2015. J'ai lancé les mouvements à peu près en 2019. Et il était temps que je le fasse, puisque je vais avoir bientôt 65 ans, et qu'il était temps que j'y aille quand même, quoi. Donc je me suis encore donné une petite dizaine d'années, vraiment avec la fougue pour faire les choses, si la santé m'accompagne. Et puis je vous assure, on va déchirer un max, quoi. Comme les jeunes, quoi. Une question ? Une question nous venant d'Internet. La bienveillance est-elle compatible avec l'entreprise dont la raison d'être est de maximiser son profit ? Exemple des suicides à France Télécom. N'y a-t-il pas d'autres formes d'organisation du travail à privilégier, comme les coopératives ? Alors c'est une question complexe, et quand vous me parlez finalement des événements de France Télécom, donc avant qu'elle ne devienne Orange, j'étais donc à l'époque aussi DRH engagé, puisque j'ai créé la commission stress de l'NDRH. Cette commission stress m'a amené à travailler sur le rapport Nass-Légeron, et notamment la commission ministérielle, et on s'est préoccupé de ce qui allait devenir les risques psychosociaux. On n'en parlait pas encore à l'époque, on ne parlait pas de QVT, de qualité de vie au travail. Alors, pour revenir au sujet de la bienveillance, sujet qui aujourd'hui m'inspire fortement, je peux vous assurer qu'il ne faut pas grand-chose pour la mettre en œuvre dans l'entreprise. Et comme je disais tout à l'heure, si les entreprises recherchent du cash, du résultat, et les salariés du flow, parce que c'est vrai, on travaille mieux quand on est dans le bien-être. Donc les entreprises qui cherchent de la performance aujourd'hui, parce qu'elles ont perdu leurs 2 chiffres, elles ne savent plus avoir une performance à 2 chiffres. Pour l'atteindre, et je peux vous le garantir, ça c'est vrai, je l'ai fait en constat prouvé dans plusieurs entreprises qu'on augmente la performance de près de 20%. Donc, si on recherche des marges, c'est là qu'il faut la chercher. En mettant les personnes dans le bien-être,
on a beaucoup plus de chances de voir l'entreprise résolument atteindre la performance qui devrait être ou qui devrait être la sienne. Bonsoir, merci de l'exposé. Vous avez beaucoup parlé des autres, c'était un très beau message, le fait de se projeter vers l'autre, d'avoir confiance aux autres. Vous avez aussi parlé de l'ego et de l'ego positif et négatif. Je pense que c'est important, là vous êtes un peu plus rapide. Je pense que nous avons tous des problèmes d'ego, soit un manque d'ego positif, donc pas confiance en soi-même, difficulté du coup à se positionner au niveau d'une tâche, et aussi égo négatif, croire peut-être justement l'inverse, savoir déjà tout, etc. Mais comment reconnaître, est-ce qu'il y a des moyens, à votre avis, de pouvoir reconnaître quand on est en train d'agir, si on est en train d'avoir un excès d'ego négatif, par exemple, ou un manque d'ego positif? Est-ce qu'on peut se dire, ah, j'ai fait ça, mais c'était pas bien parce que je suis en train de... Ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que est-ce que là on a cette autodiscipline à pouvoir se reconnaître à un moment quand on est vraiment dans un ego négatif et dévastateur? Oui, mais dites-vous bien que les autres vous le renvoient très très vite. Quand vous êtes bien avec une personne et que la personne vous ressent très très bien, elle vous sourit, elle devient agréable. Vous savez qu'on développe, et ça je pense que aussi on a un médecin devant nous qui pourra nous le confirmer, qu'effectivement que quand on sourit, on développe moins de muscles que quand on fait la gueule. Donc ça veut dire que franchement, si vous ne voulez pas devenir un vieux fripé ou une vieille fripée, il serait peut-être intéressant que vous soyez un petit peu plus dans le bien-être, dans le sourire. Donc manifestement, je crois qu'on a beaucoup à apprendre soi-même en regardant les autres et de voir que la plupart de ces personnes-là vous renvoient de toute façon un sourire. Et quand elles vous renvoient un sourire, ça veut dire que vous êtes vraiment en phase avec ce qu'elles attendent, soit dans le dire, soit dans le faire. Donc, votre ego, si vous êtes quelqu'un de dominant, excessif, très très vite, vous allez voir les gens qui vont se fermer, qui d'ailleurs aussi vont se détourner de vous, ne vous écouteront plus. Ça vous est arrivé quelquefois de prendre la parole devant un groupe de personnes, et puis vous laissez, vous y allez là, puis vous parlez de vous, moi, et à un moment, vous avez les gens qui commencent à partir, à quitter le groupe. Ils ne vous écoutent plus, parce que vous n'êtes plus intéressant. Vous êtes intéressant si vous pensez à eux quand vous vous exprimez par rapport à vous. Là, d'accord, il y a une interaction positive. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour ce sujet qui nous concerne tous. Et j'avais une question, moi c'était par rapport, par exemple, quand on a des événements qui peuvent bouleverser notre vie, et ou tout simplement quand ça se passe mal, par exemple avec des proches ou la famille, ou même avec soi-même, c'est-à-dire qu'on a une énergie négative. Et justement, c'était par rapport à cette énergie négative qui se crée en nous. Comment on pourrait réussir à la transmuter quelque part pour qu'elle devienne positive, pour qu'elle puisse nous être bénéfique, et comment faire ce travail sur soi, ou alors comment apprendre à conjuguer justement avec ces deux énergies, quels sont vos conseils à ce propos? Je vais être très prudent parce que d'abord, je pense qu'il y a des spécialistes qui peuvent répondre à ça bien mieux que moi. Mais très concrètement, ce que je peux dire, c'est que si vous avez une colère en vous, il est important que vous l'exprimiez. La question, c'est que cette colère ne doit pas porter sur les autres. Ça, c'est l'important. Vous avez le droit de dire de temps en temps « Merde, fais chier !» Qu'est-ce que t'es con? Moi, je me le dis souvent. Là, je suis en train de faire un travail chez moi qui est de mettre en place un plancher. Et je ne sais pas faire. J'apprends. Donc les coups sur les mains, je peux vous assurer que ça fait mal. Et là, je m'en suis pris à moi-même. Et après, je me suis dit, mais au bout du bout, ce que tu avais pensé faire, tu l'as réalisé, ça c'est super. Donc finalement, je me suis octroyé à un moment la possibilité de libérer ma colère parce qu'elle était instantanée et qu'elle méritait de l'être, mais je l'ai amoindrie de façon à lui laisser, non pas un espace négatif restant, mais au contraire en lui donnant un petit peu plus pour que la finalité de tout ça reste positive, en disant « Oh putain, ce que tu as fait, c'est vachement bien. » Eh ouais, eh ben voilà, moi je suis content, je montrerai les photos après. Mais très concrètement, là aussi, on a le droit, bien sûr, de libérer parfois certaines expressions négatives, mais elles sont utiles parce que nous sommes des êtres humains. On n'est pas des clones à un moment où on vous baigne dans la bienveillance et vous allez rester du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas possible.
Ceci dit, on peut tendre vers le mieux. Et comment le faire? Justement, en prenant l'habitude. Et c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, on peut apprendre de certaines habitudes, passer un certain délai. Votre cerveau va naturellement vous aider à appréhender les choses avec un petit peu plus de facilité. Donc c'est un apprentissage, c'est souvent un temps long, continu. C'est-à-dire que ne le faites pas une seule fois, ça ne marchera pas. Il faut le faire plusieurs fois, il faut les répéter pour qu'à un moment ça devienne une saine habitude et que cette saine habitude vous profite. Bonjour. Merci pour votre exposé. C'est gentil. Je viens donner un petit coup de pied dans la taupinière. Allez-y. Parce que donc c'était au sujet des problématiques au travail et de ne pas utiliser le mot problème, mais plutôt le terme vrai sujet. Alors là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense en effet que la bienveillance et d'instaurer un climat de confiance au travail, c'est très important. Mais je pense qu'il faut appeler un chat et que les gens ont des problèmes. Qu'à partir du moment où la personne vient vers vous pour exprimer ses problèmes, c'est déjà qu'elle vous fait confiance et qu'il ne faut pas invisibiliser les problèmes des gens, mais au contraire montrer qu'on est ouvert à ces problématiques et peut-être ouvert à régler les problèmes ensemble et à s'entraider là-dedans. Le terme vrai sujet me pose problème personnellement parce que j'ai l'impression que ça instaure une hiérarchisation des problèmes. Un vrai sujet en comparaison à un faux sujet, du coup c'est quoi un faux sujet? Est-ce que je pense que tout le monde a des problèmes, que c'est difficile de parler de ces problèmes dans un cadre de travail, et à partir du moment où vous instaurez le terme vrai sujet, peut-être que les personnes vont se sentir illégitimes de parler de leurs problèmes parce que peut-être que ce n'est pas des vrais sujets, peut-être que ce n'est pas pertinent, et je pense que ce n'est pas... Je ne suis pas sûre que ce soit, en tout cas pour moi, la définition de la bienveillance et d'un climat de confiance au travail. Ok, mais c'est un point de vue que je respecte et j'avoue que votre point de vue, par bienveillance, a le mérite de l'être. Donc vous avez le droit de penser ça et moi je comprends. Je ne peux pas vous en dire plus. Parce que sinon, en ces cas-là, on va rentrer dans la discussion entre nous et je n'ai pas à faire valoir mon ego par rapport à la situation que vous avez développée. Après, c'est une question d'acceptation. C'est vous qui allez voir effectivement à un moment ce qui vous paraît être le mieux. Et si effectivement à un moment ça passe par l'expression du mot problème, soit, si ça passe par un vrai sujet, ça ne dénie pas le sujet. Ça veut dire qu'il est vrai pour la personne. C'est un vrai sujet, moi. Ce que je suis en train de vous exposer est un vrai sujet. C'est tout. Mais ça reste un problème. Ah, là, j'ai trouvé quelqu'un qui vient en soutien, bravo. Non, pardon, je voulais juste essayer de préciser, parce que j'ai cru comprendre que votre question était juste une différence de perception sur l'intention que le mot mettait, monsieur. Le fait de dire c'est pas forcément un problème, mais l'interpréter comme un vrai sujet, c'est juste pouvoir dépasser la notion de problème et pas rester bloqué dedans. Et le dépasser, permettre de le dépasser, mais ça veut pas dire que c'est pas le cas. Ouais, voilà, c'est juste la manière dont on le conçoit et dont on le perçoit. Souvent un problème on le voit comme limitant, blessant, oppressant, alors que de dire c'est un sujet, ça permet de le traiter. Parfait, vous êtes parfaite. Merci. Mais votre propos était juste aussi. Oui. Une question nous venant aussi d'Internet. En quoi le soyons bienveillants diffère du aimons-nous les uns les autres? N'est-ce pas finalement un dogme, une position religieuse? Waouh! Ça y est, alors, on y est. Je te l'avais dit qu'on l'aurait. Je m'y attendais un petit peu. Alors, vous savez que quand on est breton, en règle générale, on a été à l'école catholique. Moi, c'était mon cas, jusqu'à la terminale. Pareil. Alors, je vous dis non. Très honnêtement, c'est pas ça. Je pense pas que ce soit nécessairement une forme, je dirais un propos culturel ou autre. Je crois qu'à un moment... Le fait d'être dans la bienveillance, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des postures, ce sont des attitudes, ce sont des comportements. C'est des choses que l'on peut mettre en place, à la condition, bien entendu, que l'on décide soit de le faire. Donc, c'est pas un dogme. C'est pas un dogme. D'ailleurs, ce sont des pistes. C'est-à-dire que c'est pas des conseils. Ça veut dire qu'on les prend ou on les prend pas. C'est à vous de dire, est-ce que c'est un choix que je fais demain? Et si je fais ce choix, j'en mesure les conséquences. Et si ces conséquences sont positives pour moi, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer encore et encore?
Là, maintenant, la réflexion, elle est faite pour chacun. Je comprends la question, hein, mais ceci dit, loin de moi de pouvoir vous dire c'est un dogme. Au contraire, c'est beaucoup plus. J'essaie plutôt de me poser des questions et chaque jour, je m'en pose et à chaque fois, je trouve des réponses. Mais ce n'est pas nécessairement toutes les réponses que j'attendais. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont des réponses, qui ont aussi d'autres questions. Et c'est une machine qui, de toute façon, à un moment, ne s'arrêtera pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres questionnants et qu'on avons besoin et nous sommes en attente de réponses. Mais toutes les réponses, on ne les aura pas systématiquement. Donc, probablement que je vais décevoir la personne qui a posé la question, mais d'une certaine manière, non, je le redis encore, ce n'est pas un dogme, c'est simplement des intentions, c'est l'idée de se mettre en action, et si ça vous intéresse, vous avez 12 pistes, vous pouvez les prendre ou ne pas les prendre. Là, il n'y a pas d'obligation. Bon, ben on va vous libérer. Alors avant peut-être, oui. Ah, tous beaux et belles. Voilà, ben on peut terminer là-dessus en se disant que finalement, il y a de vraies intentions, surtout quand elles sont bien exprimées. On est tous beaux et belles. Ça veut dire qu'effectivement, partez maintenant serein, enthousiaste. J'espère que vous serez les plus bienveillants. Et surtout, demain matin, un petit compliment. Au réveil, dès le matin. Voilà. Merci encore à vous. Très belle soirée, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.